Visite historique du Premier ministre israélien au Tchad. C'est le premier voyage d'un chef de gouvernement israélien à N'Djamena. Le ministre français de l'économie était en Égypte. Objectif, échanger avec le président Sisi pour préparer la prochaine visite d'Emmanuel Macron. Puis, crise au sein de la C14 au Togo, le mouvement citoyen pour la démocratie n'est plus membre de la coalition. Voilà, c'était là les titres de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Une note diplomatique pour débuter cette édition. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est arrivé à N'Djamena ce dimanche pour une visite de 24 heures. C'est le premier voyage d'un chef de gouvernement israélien au Tchad. Voici les images. L'Israël et le Tchad réchauffent leurs relations diplomatiques. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a foulé le sol tchadien dans le cadre d'une visite qu'il qualifie lui-même de percée historique. Je pars maintenant pour une nouvelle percée historique et importante vers le Tchad, un immense pays musulman, limitrophe de la Libye et du Soudan. Cette visite fait partie de la révolution que nous menons dans le monde arabe et musulman que j'avais promis d'accomplir. Il y aura plus de nouvelles importantes, il y aura plus de pays. C'est très troublant et cela provoque même un scandale en Iran et chez les Palestiniens qui tentent de l'empêcher. Ils ne réussiront pas. Cette visite fait suite à celle du président Idriss Déby Itno en Israël en novembre. Dès son arrivée à l'aéroport de N'Djamena, Netanyahou s'est directement rendu au palais présidentiel pour un entretien avec le président tchadien Idriss Déby Itno. Il faut dire que le premier ministre israélien est engagé dans une campagne active pour nouer ou renouer des liens, y compris en Afrique, avec des pays refusant de reconnaître Israël ou ayant pris leur distance en raison du conflit avec les Palestiniens. Rappelons qu'Israël et N'Djamena avaient rompu tout lien diplomatique en 1972. Même registre, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire est arrivé ce dimanche en Égypte. Il y a rencontré le président dans le cadre de la préparation d'une prochaine visite du président Emmanuel Macron. Les images dans cet élément. Visite du ministre français de l'économie en Égypte. Elle a pour objectif de préparer une prochaine visite du président Emmanuel Macron au Caire. Au menu du programme de Bruno Le Maire, une réunion avec un groupe de représentants d'entreprises françaises installées dans le pays, une rencontre avec Abdel Fattah al-Sisi, le chef de l'État égyptien au palais présidentiel. Nous avons eu un excellent entretien avec le président Sisi pour préparer le déplacement du président de la République en Égypte dans quelques jours, avec un objectif qui est de renforcer et de diversifier les projets économiques entre la France et l'Égypte. Le président Sisi a fait un travail remarquable pour redresser l'économie égyptienne. Il a fait des choix qui sont des choix courageux. Ça fait de l'Égypte désormais un marché encore plus intéressant pour les entreprises françaises. Le but visé par la prochaine visite d'Emmanuel Macron au Caire est de renforcer et diversifier les projets économiques bilatéraux. L'Égypte, rappelons-le, affronte depuis la révolte de 2011 une crise économique aiguë qui a provoqué la chute du président Hosni Moubarak et engendré une période d'instabilité politique. En 2016, le pays a obtenu un prêt de 12 milliards de dollars sur 3 années du Fonds monétaire international. En échange, le gouvernement du président Sisi a mis en place des réformes économiques drastiques, incluant notamment une dévaluation de la devise nationale et des réductions de subventions étatiques. Le gouvernement égyptien assure œuvrer pour l'amélioration de l'environnement économique afin d'attirer les investissements étrangers, notamment avec une loi de 2017 offrant des avantages fiscaux. Au Bénin, c'est l'effervescence dans les états-majors des partis politiques à quelques mois des élections législatives. Ce week-end, le parti Union sociale libérale a effectué sa rentrée politique, occasion pour les membres de ce bloc politique de sonner la grande mobilisation pour avril 2019.
Les militants de l'Union sociale libérale se sont donné rendez-vous au stade municipal d'Atiébé pour cette rentrée politique. Venus des 17 arrondissements que compte la 17e circonscription électorale, hommes, femmes et jeunes ont rallié cet espace car de l'eau a coulé sous le pont depuis la dernière rencontre de Djefa qui remonte à la création de l'USL. C'est donc un vœu de toute la population qui vient d'être exaucée. À l'occasion de cette rentrée, des messages ont été délivrés. Des propos des jeunes aux femmes en passant par les sages et les acteurs politiques, on retient que la gouvernance actuelle, tant du point de vue de l'exécutif que du législatif, pose problème. Le Bénin sous le pouvoir actuel fonctionne sur la base d'un document au programme surnommé PAG. Puisque le PAG, nous l'avions vu et lu, rien n'est prévu pour attirer de façon particulière. Le temps de la bataille presse et les messages pressants et évidents que vous avez lancés sont compris de tous. Des lois qualifiées de scélérates votées par l'Assemblée nationale et aux mesures antisociales du gouvernement, les militants et acteurs politiques de l'Union sociale libérale optent pour une alternative crédible à partir du 28 avril. Nous avons voté des lois. Ces lois font que les emplois sont devenus précaires. Quand moi j'ai commencé à travailler, j'ai fait mon premier prêt à la BCB pour acheter ma moto. Aujourd'hui, on ne peut plus vous passer de l'argent dans les banques parce qu'à tout moment, le gouvernement a dit aux employés, à tout moment, vous pouvez les chasser et sans indemnité. Indemnité de 2 mois, ce n'est pas ça qui va tenir une famille. Le gouvernement fait des lois où on fait venir des fonctionnaires de l'étranger pour travailler à la place de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs. La rentrée politique d'Atiébé a été ainsi une occasion pour l'Union sociale libérale de jeter les dés d'une législative attendue de tous. Présidentielle en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a validé la victoire de Félix Tshisekedi, et ce malgré les virulentes contestations du perdant Martin Fayulu, dont les appels à manifester sont pour l'instant restés sans écho. Après la validation de l'élection de Tshisekedi Félix à la présidence, l'Afrique a commencé ce dimanche à se ranger derrière lui. L'Union africaine a reporté sa mission prévue ce lundi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, après avoir pris note ce dimanche de la proclamation de l'opposant Félix Tshisekedi comme président par la Cour constitutionnelle. Cette délégation devait être conduite par le président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État rwandais Paul Kagame et le président de la commission de l'UA, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. C'est dans la nuit de samedi à dimanche que la Cour constitutionnelle a validé la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi en rejetant le recours de Martin Fayulu, un autre opposant. Après la proclamation définitive de Félix Tshisekedi comme président, des chefs d'État africains ont commencé ce dimanche à le féliciter. C'est le cas du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a, dans un communiqué, appelé toutes les parties prenantes en RDC à respecter la décision de la Cour constitutionnelle. Quelques heures après la validation de la victoire de Félix Tshisekedi, le calme régnait ce dimanche à Kinshasa et dans le reste de la République démocratique du Congo, malgré que Martin Fayulu, l'autre opposant, ait appelé à des manifestations pacifiques sitôt après le rejet de son recours. À noter que la prestation de serment du président élu, Félix Tshisekedi, pourrait être reportée de mardi à jeudi. Selon Jean-Pierre Kambila, directeur de cabinet adjoint du président Joseph Kabila, une réunion aura lieu ce lundi dans l'après-midi pour régler la question. Il affirme que si cette cérémonie n'a pas lieu demain mardi, ce sera le 24 janvier 2019, sans aucun doute. Le calendrier de la commission électorale prévoyait normalement que la prestation de serment ait lieu le 22 janvier. Mais il a pris du retard avec le recours déposé par Martin Fayulu. Au Togo, le mouvement citoyen pour la démocratie n'est plus membre de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition ayant boycotté les élections législatives du 20 décembre dernier. Dirigé par Maître Mohamed Tchassona Traoré, le parti fait rupture de banc avec ses anciens alliés. C'est du moins ce qu'on peut retenir des dernières sorties médiatiques de son président. On le suit au micro de Ferdinand Gadé, notre correspondant à Lomé. J'ai écouté sur les radios
un de mes amis qui disait que le MCD fait partie de la C14, tant que nous n'avons pas envoyé de lettre de démission. C'était quand même une réponse assez surprenante. Quand on sait que on se remémore la façon dont la C14 est constituée, et puis ce n'est pas moi qui ai pris sur moi de ne plus faire partie de la C14. C'est les membres, les autres 13 partis qui ont pris sur eux de me fermer les portes de la C14 et que chacun assume sa position. Pourquoi j'enverrai une lettre de démission? À quel moment nous en avons envoyé une lettre d'adhésion? Il n'y a pas eu de mariage, pourquoi doit y avoir un divorce? Là, c'est la question que je me pose. Là, nous sommes, s'il faut peut-être faire le parallèle avec d'autres situations sociales, on est dans une situation qui s'apparente un peu à un concubinage politique. Malheureusement, dans le concubinage, quand on se sépare, on ne le constate pas par des actes. Donc, moi, je suis là. Aujourd'hui, nous nous entendons pas par rapport à cette question-là. Depuis plus de presque 2 mois déjà, nous ne participons plus aux activités de la coalition. Bon, peut-être dans l'avenir, peut-être qu'on pourra nous retrouver ensemble dans d'autres formats ou peut-être, on ne sait pas, l'avenir nous dira. Le procès de Laurent Gbagbo, l'ancien chef d'État ivoirien, et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, suscite des réactions de part et d'autre. Au Togo, Martial Akpané, président du Congrès africain pour le développement, la démocratie et la relance économique, un Ivoirien vivant au Togo, a donné ses impressions sur la décision de la Cour pénale internationale. On l'écoute. Du point de vue du droit, on ne peut pas acquitter un citoyen qui est mis en accusation et dont on ne reconnaît l'innocence et le maintenir en prison pour une raison que ce soit. Je rappelle, si j'ai une bonne mémoire, que le 28 décembre 2012, il y avait eu un acquittement de Ngou Diolo de la RDC qui avait bénéficié effectivement de l'acquittement. Le procureur avait fait appel à la décision d'acquittement immédiat et cette même cour avait rejeté l'appel du procureur d'alors. Nous ne comprenons pas aujourd'hui, pour la même situation, pour la même situation, ou pour les mêmes faits, on a une position contraire. Soit nous, en tant que citoyens africains, nous observons et nous demandons de ce point de vue à la communauté africaine de faire front face au terrorisme. Le terrorisme n'est pas seulement le fait de poser des bombes. Le terrorisme, c'est le fait de poser des actes pour confiner des gens dans une position donnée. Aujourd'hui, avec ce qui se passe à la CPI, c'est un message fort que les terroristes internationaux lancent aux chefs d'État africains. Qu'on peut faire de vous ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait rien. Donc, en réalité, le droit n'existe plus. La troisième lecture que je fais ici, c'est la crédibilité de la Cour. Est-ce que ce pays sera encore crédible face à cette machination, face à cette cabale, face à cet acharnement contre le président Gbagbo? Sur le plan politique, en Côte d'Ivoire, la libération de Gbagbo est gage d'unité. La libération de Gbagbo est gage de stabilité. La libération de Gbagbo est gage de réconciliation vraie. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.